Dans sa forme actuelle, il couvre plus de 8 millions de kilomètres carrés, répartis entre 10 pays différents. Même si le désert continue sa progression, les grandes dunes se déplacent en réalité très peu. Pourtant, au moindre coup de vent, et il en passe ici de terribles, des milliards de grains de sable dessinent d'improbables et éphémères arabesques. Ce sont de petits morceaux, de dizaines de roches différentes, provenant de l'érosion par l'eau des grands massifs montagneux et des plaques continentales. Quelques jours plus tard, c'est dans ce décor lunaire que nous venons relever les pièges caméra. L'appareil, qui déclenche lorsqu'il détecte des mouvements, a bien fonctionné, enregistrant des dizaines de fichiers. On va voir ce que ça donne. Parfois, il s'agit d'un groupe d'oiseaux, un insecte, tout proche, un papillon, sans doute en migration, un corvidé curieux, une cigogne venue se rafraîchir. Ce qu'elles font rarement seules. Les points d'eau sont rares. Et celui-ci attire du monde. Une petite halte avant de reprendre la longue route de la migration. Dans l'autre piège caméra, ce sont les corvidés qui arrivent les premiers sur les restes du petit dromadaire. De telles aubaines sont peu courantes dans les parages. Méfiants, les chacals reviennent d'abord de nuit, mais détectent encore notre odeur plus de 24 heures après notre passage. Piégés par les hommes, ils révèlent sur ces images toute leur intelligence. Celui-ci creuse et inspecte autour de la dépouille pour débusquer un éventuel piège caché dans le sable. Avant de finalement profiter de la carcasse. Aux frontières du désert, le sable crée des paysages étranges, comme celui des dunes pétrifiées de Debabcha. Les grains de roche semblent s'être figés pour un temps. Mais on devine facilement que sous l'action des vents et des hommes, ce temps ne sera pas éternel. À la sortie du désert, on croirait qu'il a gelé à nouveau. Cette fois, ce n'est pas de l'eau, mais bien du sel qui s'est cristallisé. Nous sommes sur le Chott El Djerid, la plus grande plaine salée d'Afrique. On est donc, c'est un lac salé immense. Il fait quelle taille d'ailleurs? C'est une superficie de 5400 km², c'est une altitude de 16 mètres au-dessus de la mer. Il y a 2 millions d'années, le lac était rempli d'eau sur plusieurs mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, il ne reste que quelques centimètres, par endroits, et en hiver seulement, d'une eau ultra concentrée, avec jusqu'à 300 grammes de sel par litre. Ce qui est impressionnant, c'est que ça craque sous les pieds, là. C'est quoi? Oui, c'est du sel qui cristallise sur la surface. Il est constitué beaucoup d'éléments chimiques, surtout le potassium, le magnésium. C'est le plus grand immense Chott utilisé. Elle est donc proposée pour être classée patrimoine mondial. Cette étendue plate, aux allures lunaires et sans une trace de vie, semble sans fin. Mais vers le nord, elle est interrompue par une chaîne de montagnes. Au pied de ces montagnes commence le parc national de Droumès, une steppe légèrement arborée, dans laquelle il y eut jadis une faune importante, mais qui avait disparu à cause des changements du climat
et d'une chasse intensive. Certaines espèces emblématiques sont progressivement réintroduites, comme ces autruches, une sous-espèce propre au nord de l'Afrique. La plupart s'enfuient de loin à l'arrivée des hommes. Dans ces terrains caillouteux, elles vont plus vite que n'importe quel véhicule à moteur. Mais celle-ci a compris que les visiteurs actuels sont inoffensifs et ont même parfois de quoi manger. Ah, c'est pas pour du rire, hein. Elle n'hésite pas alors à approcher très près. Mieux vaut éviter tout mouvement brusque à proximité de ce grand mâle, qui, surpris, peut vouloir chasser les intrus que nous sommes. C'est vraiment impressionnant. Alors ce qui est impressionnant quand même, c'est non seulement la taille, mais aussi quand on regarde de près les pattes, c'est carrément bluffant. Comme elle n'a pas de dents, l'autruche met aussi au menu quelques cailloux, qui lui permettront de broyer dans son estomac les aliments qu'elle consomme. Essentiellement des végétaux, mais aussi quelques insectes et petits vertébrés. Alors en bordure de Sahara, c'est l'autruche à cou rouge, comme ils l'appellent ici. Et donc, en période d'accouplement, le mâle va avoir un cou quasiment rouge fluo. Les voir dans ce décor, c'est absolument splendide. Alors, on fait pas trop le malin quand même devant un oiseau qui fait 2,50 m de haut. Puis elle m'a laissé un petit souvenir. Elle m'a laissé juste ici un petit bout de plume avec une structure tout à fait particulière. Moi, j'avais jamais vu ça. Évidemment, elle n'a pas besoin de voler, elle n'a plus besoin de voler avec. Mais elle garde et elle a conservé ce plumage pour s'isoler évidemment du chaud quand il fait trop chaud et du froid quand il fait trop froid, puisqu'ici il y a des très grandes amplitudes thermiques. Dans ce climat aride, les autruches sont capables de se passer de boire pendant des semaines. Elles peuvent alors perdre 25% de leur poids par déshydratation. En l'absence d'eau, elles se contentent de l'humidité contenue dans les plantes qu'elles mangent. En continuant notre progression vers le nord, nous atteignons le parc national de Bouedma, une des dernières steppes arborées d'Afrique du Nord, vestige de ce que fut autrefois la région. Ici aussi, la faune avait disparu au début du XXe siècle. Et ici encore, des hommes travaillent à faire revenir les espèces qui ont disparu. Ce jour-là, notre guide cherche à nous montrer une antilope aussi rare que belle. Qu'est-ce qu'on cherche là? Le groupe d'Adax. D'Adax. À l'état sauvage, il n'en resterait que 3, promis à l'extinction très bientôt. C'est l'antilope à nez tacheté, ou Adax. L'Adax, c'est un animal calme. Donc la chasse d'un Adax, très facile. Donc là, c'est le groupe complet? Non, Pas complet. non, c'est un petit groupe. D'accord. Et il y a combien de jeunes là dans le groupe? Il y a presque un seul jeune ici. Ah, donc chaque naissance, comme celle qu'on voit là, c'est une très bonne nouvelle pour l'espèce. Oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc, il a dépassé la période de danger. Le nombre de chacals, presque le double de l'Adax. Le chacal chasse une antilope de cette taille-là, chasse les Adax? Oui, surtout les petits. Pourtant, avec leurs cornes torsadées, là, on a l'impression qu'ils sont bien armés pour se défendre. Non. Lorsque vous venez, surtout la nuit, c'est une guerre entre l'Adax et le chacal. Pour s'adapter à des climats allant de -10 à +50 degrés, l'Adax a aussi comme particularité de changer d'aspect en fonction des saisons. Son pelage est plus sombre en hiver pour conserver la chaleur et plus pâle en été pour éviter de surchauffer. Dans ce paysage où il ne tombe que quelques gouttes par an, parfois au cours d'averses très localisées,
l'Adax peut compter sur son 6e sens, un véritable radar à pluie. Il peut détecter l'humidité à plus de 200 km, changeant alors d'itinéraire pour s'approcher au maximum, voire rejoindre les zones où il a plu, dans lesquelles les herbes grandissent de plusieurs centimètres en quelques heures. Les végétaux alentours n'ont pas la faculté de se déplacer, mais ont la même préoccupation: plonger dans la terre, fendre la roche, sonder vers les profondeurs pour trouver de l'eau. C'est aussi le cas de cet arbre, rempli d'épines, et qui, contrairement aux apparences, est gigantesque. Je vous présente un des plus grands végétaux d'Afrique. Et non, je ne suis pas tombé sur la tête, c'est Acacia radiana. Elle est absolument gigantesque. Alors je sais qu'à la surface, il fait seulement 7-8 mètres de haut, donc 5-6 fois ma taille, mais en réalité c'est en dessous, c'est dans le sol que ça se passe, puisqu'il plonge ses racines jusqu'à 60 mètres de profondeur, donc 35 fois ma taille, pour aller chercher l'eau là où elle est, puisqu'il n'y en a pas beaucoup à la surface. Dans la partie voisine du parc national, une autre antilope a été réintroduite. Notre guide Abdelatif n'a pas de mal à les repérer de loin. Farouche mais très visible dans le paysage avec son pelage blanc taché de roux, l'Oryx algazelle a été rayé de la carte par notre espèce. Aujourd'hui protégé et réintroduit, l'espoir renaît. Là, il y en a combien sur le parc? 42. Là, dans le groupe, il y en a des nouveau-nés? Oui. Tu le vois Vous où? voyez le petit qui a le couleur roux, on a 4, je crois, ici. C'est incroyable, regarde le spectacle, on les voit là, entre ces montagnes. Splendide. Splendide. Oui. Sans eux, ce serait pas aussi beau là. Regarde, t'as tout le troupeau qui... C'est une fierté pour toi de les voir comme ça dans ce paysage? Oui. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que ça résulte de notre travail. Autrefois, les oryx se regroupaient par milliers d'individus. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques-uns, et leurs chemins migratoires sont coupés de partout par la présence de routes ou de villes. Pour se déplacer dans de telles conditions, leur corps est particulièrement résistant à la chaleur. Les oryx algazelles sont capables de se passer de boire pendant plusieurs semaines et d'élever leur température corporelle pour éviter de transpirer et donc de perdre de l'eau. Plus discrète encore, une troisième espèce d'antilope habite le parc, les dorcas. Une soixantaine de centimètres de haut et un air fragile, qui cache en réalité un sprinter capable de courir à 90 km/h.